Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre journal de 22 heures. Voici les titres de l'actualité. Lancement d'activités visant à promouvoir le rôle et les contributions des femmes dans les régions de l'intérieur. Le Hamas a confirmé ce vendredi la mort de son chef Yahya Sinwar, tué dans une opération israélienne à Gaza. La Banque africaine de développement a célébré ses 60 ans d'existence avec un cocktail dînatoire prestigieux, honoré par la présence du ministre des Finances. L'événement, qui s'est tenu au Kempinski Palace Hotel, a réuni un ensemble donc de personnalités influentes comprenant des membres du gouvernement, des ambassadeurs ainsi que des partenaires internationaux de premier plan. Des initiatives locales prometteuses ont également été mises en avant avec des entrepreneurs djiboutiens qui ont partagé leur succès et vision pour l'avenir. Ces témoignages ont insufflé un esprit de solidarité et d'inspiration parmi les participants, créant un environnement propice à l'encouragement mutuel. Au-delà des festivités, cette rencontre a renforcé les liens entre Djibouti et ses alliés internationaux, laissant entrevoir de belles perspectives de coopération pour un développement durable et inclusif. Les conversations échangées ont révélé un engagement sincère à travailler ensemble pour l'avenir du pays. Cette initiative a témoigné de la détermination des autorités djiboutiennes à s'investir pleinement dans des partenariats significatifs. La vice-présidente de la Banque africaine de développement a souligné les initiatives phares qui ont radicalement transformé le paysage économique de nombreux pays africains, avec une attention particulière portée aux progrès significatifs réalisés à Djibouti en Écosse. C'est pour moi un immense plaisir de me joindre à vous ce soir à cette cérémonie marquant les 60 années de notre institution. Ces 6 décennies représentent un parcours exceptionnel de coopération et de développement pour l'Afrique et aussi particulier pour Djibouti. Je voudrais donc remercier les autorités djiboutiennes pour leur accueil chaleureux, reflet d'un pays réputé pour son hospitalité exemplaire. Aujourd'hui, nous célébrons une étape importante dans l'histoire de la Banque africaine de développement. Depuis 60 ans, la Banque ouvre sans relâche pour le progrès en Afrique et soutient la recherche de solutions durables. Avec plus de 175 milliards de dollars investis dans plus de 6600 projets, notre impact sur mesure à travers les vies transformées et les communautés renforcées, c'est dans cet esprit que nous avons soutenu Djibouti dans sa transformation et c'est cette relation privilégiée que nous célébrons aujourd'hui. Distingués invités, mesdames et messieurs, la coopération entre la Banque et le Djibouti s'est continuellement renforcée, témoignant d'une collaboration fructueuse. Depuis 1975, la Banque a investi environ 528 millions de dollars sur 64 projets afin de répondre aux aspirations du peuple djiboutien. Ensemble, nous avons amélioré les conditions de vie des Djiboutiens dans divers secteurs tels que les transports, l'énergie, l'agriculture, la gestion des risques climatiques, le social, la gouvernance, ainsi que l'eau et l'assainissement. L'engagement de la Banque africaine de développement envers le continent n'a jamais été aussi fort, malgré des crises mondiales telles que la pandémie de Covid-19, le changement climatique et les conflits géopolitiques. Et le ministre des Finances a dans une allocution tracé les ambitions futures pour Djibouti, plaidant pour une collaboration renforcée entre les divers acteurs du développement. À l'écoute. Djibouti, la Banque africaine de développement, je résumerai en quelques mots. C'est d'abord la confiance faite au potentiel de Djibouti. Quand je dis la confiance, la Banque africaine de développement a été le seul et unique
banque multilatérale qui a cru au potentiel du port du terminal à conteneurs de Doralé, appelé SGTD aujourd'hui. Quand aucun partenaire, il y a maintenant une décennie, un peu plus d'une décennie, quand aucun partenaire de développement n'avait cru au potentiel de ce terminal à conteneurs, c'est la Banque africaine de développement qui est venue en premier avec un financement qui nous a servi par ailleurs plus tard, un financement d'appel pour d'autres ressources supplémentaires, la construction et l'opérationnalisation du terminal à conteneurs de Djibouti. Je parlerai de la BAD, de la Banque africaine, également la réactivité du soutien en moment de crise. Je parle de périodes difficiles que nous nous rappelons toujours très fraîchement, et en particulier de la crise du Covid, il y a quelques années de cela. La Banque africaine a été le premier partenaire multilatéral à venir aussitôt avec un soutien par le biais d'un appui budgétaire direct. Et je parle de cela dans les mois qui suivaient le shutdown de Djibouti. C'était autour de 40 millions. À l'époque, j'étais très heureux de voir le chef de l'État, président de la République, inviter Madame Nena à Djibouti pour la décorer du chevalier de l'ordre du 27 juin. Dans le cadre de la Semaine nationale dédiée à la femme rurale, organisée par le ministère de la Femme et de la Famille, en partenariat avec l'UNFD, une série d'activités a été lancée pour valoriser les femmes et les filles vivant dans les régions de l'intérieur. La ministre, accompagnée de sa délégation et des partenaires, s'est rendue à Arta, où elle a été accueillie par le préfet de la ville et le président du conseil régional, ainsi qu'une foule de citoyens de la région. L'une des activités phares de cette visite a été la pose de la première pierre d'une pépinière destinée aux femmes et aux jeunes filles de la région. Ce projet vise à leur offrir un espace de détente et d'apprentissage avec pour objectif de renforcer leur autonomie socio-économique. La deuxième activité marquante a été la visite des jeunes filles en formation au lycée d'hôtellerie d'Arta. 15 jeunes femmes y suivent une formation de 4 mois dans les métiers de la restauration avec le soutien et l'expertise du ministère de l'Éducation nationale. Célébration officielle, le lancement de la Journée internationale de la femme rurale. Et je pense que nous savons le rôle primordial que joue la femme en milieu rural, qui est multiforme. En plus donc de s'occuper de la famille, elle s'occupe des activités agro-pastorales, de culture, de l'artisanat. Et ici à Arta, avec la particularité dans le domaine du tourisme. Et le programme des Nations Unies pour le développement est heureux de s'associer à cette journée. Et nous avons commencé avec, sous le leadership du ministère de la Femme et avec l'appui de l'Union européenne, un programme d'autonomisation des femmes. Et nous avons mené depuis quelques années plusieurs activités de formation parce que nous sommes convaincus qu'une femme bien formée est une professionnelle compétente, en plus des compétences endogènes qu'elle a. Donc, je suis très émerveillée par le talent qu'ont démontré ces jeunes filles qui, en moins de 2 mois, ont appris d'excellentes choses. Écoutons à présent un extrait de l'intervention du préfet de la ville d'Arta, suivi de celle d'un représentant du ministre de l'Éducation nationale. D'abord, je souhaite la bienvenue à la ministre de la Femme et de la Famille et à sa délégation. Nous sommes réunis aujourd'hui dans le cadre de la célébration mondiale de la femme, de la journée de la femme rurale.
Au cœur de la production alimentaire et de la préservation des traditions, il est primordial de reconnaître le rôle essentiel des femmes rurales, surtout dans le développement économique de l'agriculture, bien sûr, et de l'élevage, qui sont nos potentiels traditionnels dans les régions. Aussi, nous remercions, sans tarder, je veux remercier tous les partenaires qui accompagnent ces projets de grande envergure. Comme vient de le dire, vient de le souligner M. Elmi, président du conseil régional, on a posé la pierre d'une pépinière. Là, maintenant, on est dans l'hôtellerie d'Arta. Au passage aussi, je remercie les équipes qui nous ont accueillis ici et surtout la formatrice et les jeunes filles qui seront les filles, bien sûr, qui ont entamé ce matin la formation. Bienvenue dans notre lycée hôtelier, notre beau et ancien lycée qui est vraiment connu à Djibouti, donc vous souhaitez la bienvenue. Je voudrais d'abord aussi remercier l'ensemble de l'équipe de ce lycée pour cet accueil, pour la qualité de la formation qui est mise en place. Madame la ministre, je voudrais d'abord vous passer le mot du ministre qui n'a malheureusement pas pu venir aujourd'hui ici pour des raisons professionnelles. Donc, les instructions du ministre ont toujours été claires, mettre à la disposition les centres et toutes les institutions du ministère, à la disposition de tous les ministères qui veulent former les jeunes pour faire développer ce pays. Donc nous sommes à votre disposition et à la disposition de toutes les institutions qui souhaitent travailler avec nous dans le cadre de la formation professionnelle. Aujourd'hui, vous avez, Madame la Ministre, un département honorable qui investit dans la femme qui est pour nous la maman, la sœur, la tante, l'épouse. Donc la maman, c'est aussi le socle de la maison. Donc l'investissement qu'on fait aujourd'hui dans les jeunes filles, c'est comme vous le savez, Madame la Ministre, est un investissement pour la durée, pour le développement et pour la stabilité de notre pays. Et pour conclure cette journée, la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mouna Ousmane Aden, a déclaré donc les femmes rurales sont une source d'inspiration pour nous tous. Leur résilience, leur courage et leur détermination sont exemplaires. Cette semaine est l'occasion de les remercier pour tout ce qu'elles accomplissent et de les encourager à poursuivre leurs efforts. À Djibouti, les initiatives en matière d'énergie renouvelable continuent de gagner du terrain. Une nouvelle alternative prometteuse émerge avec l'énergie hydrolienne, également connue sous le nom d'énergie marémotrice. Retrouvez tous les détails dans ce reportage réalisé par Abdulrahman Mohamed. À Djibouti, les initiatives en matière d'énergie renouvelable prennent de l'ampleur. Alors que les pays misent déjà sur plusieurs énergies vertes dans l'éolienne, une nouvelle alternative vient de se présenter avec l'énergie marémotrice qui pourrait représenter une voie prometteuse pour permettre au pays de diversifier ses sources d'énergie et renforcer sa durabilité. Djibouti a déjà fait des avancées significatives dans le domaine des énergies renouvelables. Le pays bénéficie d'un ensoleillement exceptionnel et d'une vitesse des vents élevée, ce qui en fait un terrain fertile pour l'exploitation d'éoliennes, en plus de l'interconnexion électrique avec l'Éthiopie. Le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed n'a pas manqué de soulever la possible introduction de ces nouveaux outils dans la gamme d'énergie distribuée par l'EDD dans son discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Une expérience a été faite dans la passe du Goubet. Le gouvernement dispose aujourd'hui avec certitude de la capacité à pouvoir transformer les courants hydrauliques des marées en énergie électrique sur le territoire national. Cette nouvelle source d'énergie inépuisable pourrait fournir à terme au pays un nouveau potentiel électrique d'une puissance d'environ 80 MW. L'énergie marémotrice qui a été testée récemment à Djibouti utilise la force des marées, phénomène naturel causé par l'attraction gravitationnelle de la Lune et du Soleil. Cette technologie permet de convertir le mouvement des eaux maritimes en électricité.
C'est l'ingénieur italien Nicola Morone qui en est l'inventaire et il nous explique les caractéristiques techniques de cette machine. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années, j'ai fait un premier prototype d'hydrolienne qui a été installé à Venise avec l'aide financière de la région de Venise et des entreprises de la région qui ont participé à la construction. Ce projet n'a pas été transformé en réalisation car les courants marins sont trop lents, mais il a permis d'améliorer mon invention pour laquelle j'ai déposé successivement 5 brevets. Le dernier brevet correspond à celui du modèle qui a été testé dans la passe du Goubet. D'abord, pourquoi Djibouti et pourquoi le Goubet? Parce que Djibouti possède une grande passe au Goubet où les courants marins sont très importants jusqu'à 7 nœuds, ce qui permet d'avoir un grand potentiel d'énergie renouvelable. Parce qu'aussi le département de l'énergie est très motivé pour la recherche d'énergie renouvelable et a soutenu la réalisation de ces prototypes. Ce qui a été conclu avec ces prototypes, c'est le fonctionnement des turbines qui s'inversent selon le sens du courant des marées, comme on peut le voir sur les photos prises au Goubet. Ce qui est un succès aussi, c'est le fonctionnement de tous les appareils électriques et électroniques qui sont dans le conteneur au-dessus de la machine et dont les données peuvent être transmises en n'importe quel point par Internet. Ce qui a fonctionné enfin, c'est aussi la stabilité, la flottabilité et la résistance de la machine malgré l'inversion et la force de courant. Ainsi, l'énergie marine se transforme en énergie électrique qui, avec les matériels mis dans le conteneur sur le démonstrateur, se transforme en courant électrique avec les mêmes caractéristiques du courant qui existe dans cette salle. Djibouti est bordé par la mer Rouge où les variations des marées peuvent être exploitées. Les côtes de Djibouti offrent des conditions favorables pour le développement d'installations marémotrices, en particulier au Goubet. La phase de pilotage s'est achevée avec succès et les résultats sont très encourageants. Pour le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Younis Ali Guedi, Djibouti multiplie depuis quelques années les initiatives en énergie renouvelable pour une plus grande abondance pour mener le pays vers une autosuffisance dans ces domaines. Cette volonté politique n'a pas commencé aujourd'hui. Elle a débuté en 2015. Depuis que le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a mis en place et son gouvernement a mis en place la vision 2035 pour une Djibouti verte, pour une utilisation aussi de ses énergies et de son potentiel d'énergie renouvelable. Nous sommes en train aujourd'hui de finaliser les essais pour le projet d'hydroéolienne de la passe de Goubet, qui est aussi une énergie renouvelable. Donc la quête pour une Djibouti verte qui s'est annoncée en 2015 se poursuit. Et tous les projets sont en parallèle pour pouvoir avoir deux choses. Une production nationale et une indépendance énergétique à Djibouti et une production d'énergie renouvelable pour pouvoir utiliser notre potentiel. Alhamdoulilah, aujourd'hui nous avons la confirmation que cette énergie peut être produite à la passe de Goubet, que les résultats sont concluants. L'énergie marémotrice représente une opportunité unique pour Djibouti d'enrichir son portefeuille énergétique, de réduire sa dépendance et de contribuer à la lutte contre les changements climatiques. En intégrant cette source d'énergie durable aux initiatives existantes, Djibouti pourrait se positionner comme un modèle de transition énergétique dans la région, alliant innovation, durabilité et développement économique. Dans l'actualité également, l'Assemblée générale élective de la Fédération africaine de tennis de table s'est tenue mardi au centre de conférence de la Commission économique pour l'Afrique à Addis Abeba en Éthiopie. 40 pays membres de la fédération ont participé à cet événement marqué par l'ouverture officielle faite par le ministre éthiopien des Sports et de la Culture. La présidente de la Fédération internationale de tennis de table ainsi que son secrétaire général étaient également présents pour superviser le bon déroulement des élections. À l'issue de cette assemblée, M. Mahmoud Omar Omer, président de la Fédération djiboutienne de tennis de table, a été élu président de la région Afrique de l'Est pour la période 2024-2028. Le vote unanime reflète la confiance des membres dans son dynamisme et son engagement à promouvoir le tennis de table tant au niveau national qu'au sein des 14 pays de la zone Afrique de l'Est qu'il est désormais chargé de diriger. Dans l'actualité également, dans le cadre du programme Refond visant à renforcer la résilience face à l'insécurité,
alimentaire et nutritionnelle en République de Djibouti, l'UNFD a organisé un atelier de formation sur le renforcement des capacités des agents communautaires au siège de l'UNFD. Cet atelier a vu la participation de la coordinatrice des projets de l'UNFD, Rouya Ali Jama, ainsi que de Mme Soulekha Mohamed, responsable de la composante genre du ministère de la Femme et de la Famille. Le projet mis en œuvre par l'UNFD en collaboration avec la cellule d'exécution des projets du ministère de l'Agriculture s'inscrit dans les stratégies nationales et régionales d'adaptation au changement climatique. Il vise à améliorer la résilience des communautés vulnérables de la Corne de l'Afrique avec un accent particulier sur l'amélioration des conditions de vie des femmes et des jeunes. Eh bien, ce projet promue la création d'activités génératrices de revenus et propose des cours d'alphabétisation et organise des campagnes de sensibilisation sur la santé, la nutrition, le VIH-Sida ainsi que l'accès aux droits fonciers. Autre information, l'équipe mobile de l'hôpital régional d'Ali Sebiye, Dr Ahmed Absi Ouassama, s'est rendu donc dans la localité rurale de Danan, située à une dizaine de kilomètres de Al-Adeh. Plusieurs familles résidant dans cette zone périphérique éloignée d'Ali Sebiye ont pu ainsi bénéficier des services médicaux proposés. L'objectif principal de cette caravane médicale s'inscrit dans les recommandations du ministère de la Santé visant à rapprocher les soins des populations vivant dans des localités rurales ou dans des zones isolées du territoire national. En réponse à cet engagement, la direction de l'hôpital a mis en place des consultations médicales mensuelles ciblant les régions éloignées du chef-lieu. Cette mission comprenait un médecin généraliste, des infirmiers et des sages-femmes. Et bien ce jour-là, hommes, femmes et enfants souffrant de divers symptômes ou maladies ont eu l'opportunité de consulter des spécialistes en soins de santé. Sur place, les familles composées d'adultes et d'enfants ont bénéficié de soins gratuits tout au long de la journée. À la suite de l'atelier de lancement du projet d'appui à la coopérative des femmes pêcheurs d'Obok, s'est tenue l'inauguration officielle du local réhabilité et équipé par l'association des femmes obokoises pour le développement. Ce local, dédié au stockage et à la conservation des poissons, a été entièrement rénové et doté de congélateurs solaires ainsi que de glacières dans le cadre d'un projet financé par l'ambassade de France à travers le fonds Équipe France pour les OSC. La cérémonie marquée par la remise des clés entre la FAUD et la coopération des femmes pêcheurs s'est déroulée en présence des autorités locales et des partenaires du projet. Ce nouvel espace servira désormais de centre de stockage pour la conservation des poissons avant leur mise sur le marché, contribuant à l'amélioration de la chaîne de production des femmes pêcheuses et au renforcement de leur autonomie économique. Nous restons toujours à Obok avec ce coup de filet contre la contrebande de cat dans la région, dans le cadre de la lutte acharnée. Contre la contrebande des activités illicites, une vaste opération a été menée aujourd'hui à Obok sur ordre explicite du préfet d'Obok, Moussa Adel Megane. Celui-ci a chargé le lieutenant-colonel Ilyas Omar Youssouf en collaboration avec le chef de la division des douanes, Liban Hassan Rableh, de coordonner des actions d'envergure pour enrayer la contrebande. Et dans l'actualité régionale, à présent, le 14 octobre dernier, la ville de Mogadiscio a commémoré, la capitale somalienne, donc Mogadiscio, a commémoré le 7e anniversaire de l'attentat du carrefour de Sob qui a coûté la vie à près de 800 personnes en 2017. Eh bien, ce jour tragique reste gravé dans la mémoire collective, marqué par un kamikaze ayant sémé le chaos dans une ville animée. Chaque année, des hommages sont rendus aux victimes, symbolisant à la fois la douleur persistante et la résilience depuis la population somalienne. Depuis, des progrès ont été réalisés, notamment avec la création de l'Agence nationale de gestion des catastrophes, alors que le carrefour de Sob commence lentement à renaître, témoignant d'une volonté de reconstruction malgré les défis. Je vous le disais en titre, le Hamas a confirmé ce vendredi la mort de son chef, tué dans une opération israélienne à Gaza. Khalil al-Haya, un responsable du Hamas, a exprimé son deuil dans une déclaration
à la chaîne Al Jazeera, Israël poursuit ses opérations militaires dans le nord de Gaza avec des bâtiments détruits et de nombreuses victimes encore sous les décombres. Et bien pendant ce temps, 2 soldats israéliens ont été blessés dans une fusillade près de la mer Morte, au cours de laquelle 2 des assaillants venant de Jordanie ont été tués, alors qu'un 3e a fui vers la Jordanie. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. Merci de m'avoir accompagné.